Donc le titre de ce chapitre-là, c'est Civil et militaire pendant la Première Guerre mondiale. Et le premier problème de ce titre-là, c'est qu'il passe totalement à côté du fait que dans ce chapitre, il y a toute une partie sur l'expérience combattante, qui est toute la partie sur les tranchées, ce que je vous disais hier, en général, vous vous en sortez plutôt bien. Mais après, il y a toute la partie sur le génocide arménien et sur les révolutions russes, et en général, ça, c'est moins bien maîtrisé. Donc je vais revenir sur ces trois parties. Ce qui est absolument nécessaire sur le chapitre sur la Première Guerre mondiale, c'est que dans votre contexte, vous soyez capable de dire quel est l'événement qui va la déclencher, la Première Guerre mondiale. Antoine ? L'assassinat de l'archiduc de François Ferdinand. Quel héritier ? Donc l'archiduc François Ferdinand, son assassinat à Sarajevo, il est l'héritier de quoi ? Oui. De l'Empire austro-hongrois. De l'Empire austro-hongrois, tout à fait. Donc son assassinat en juin 1914 va déclencher toute une mécanique d'alliance. Et tous les pays européens, les uns après les autres, comme des dominos, vont s'imbriquer dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Est-ce que ça c'est clair pour tout le monde ? Il faut que vous soyez capable de citer les camps. D'accord ? Qui ont des noms. Simon. Les forces de l'Axe. Ah non, force de l'Axe, tout ça c'est la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Il y a la Triple Entente et la Triple Alliance. Oui. Dans la Triple Alliance, il y a la France, les États-Unis à partir de 1917. C'est l'inverse, Sacha. En fait, tu es en train de te Ah faire... oui, la Triple Entente, c'est la France, le Royaume-Uni, les USA à partir de 1917, et la Russie, mais qui mettra jusqu'à 1917. Et il y a le cas de l'Italie dont on avait vaguement parlé. Et dans l'Alliance, du coup, il y a l'Empire austro-hongrois, l'Allemagne, l'Empire ottoman et la Bulgarie. Alors, vous évitez de faire ce que m'a fait Simon tout à l'heure, c'est-à-dire de me mélanger la triple alliance et la triple entente, et je sais que c'est problématique parce qu'à partir de la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on va appeler les alliés, c'est les membres de l'entente de la Première Guerre mondiale. Alors, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, je suis d'accord avec vous. Si vous voulez pas vous tromper, les membres de la Triple Alliance, vous pouvez aussi les appeler, et c'est toléré, les empires centraux. Alors en France, donc est-ce qu'on laisse le choix? Non, pour les Français, c'est ce qu'on appelle la mobilisation générale. Tous les garçons qui ont effectué leur service militaire et qui sont en âge de se battre sont envoyés au combat. À la différence de l'Angleterre, du Royaume-Uni de toute façon, où c'est une mobilisation sur la base du volontariat. Alors c'est pareil, ça je vous l'avais dit, pense-t-on que la Première Guerre mondiale va durer longtemps? Sacha? non, on pense qu'elle va être courte. Je pense qu'elle va être ultra courte. Oui, ils pensaient que ça allait se terminer avant Noël. Ouais. Les soldats français, dans les cartes postales qu'ils expédient, les poilus français qu'ils expédient à leur famille, on envoie des nombreuses traces. En fait, ils écrivent qu'ils seront rentrés avant Noël. Tout le monde part, la fleur au fusil, persuadé qu'ils vont infliger une sévère défaite à l'Alliance. Tout ne se passe pas comme prévu. Alors, dans un premier temps, on est sur une guerre que l'on appelle guerre de mouvement. Une guerre de mouvement. Les Français se sont même fait peur parce que l'armée allemande arrive quasiment jusqu'à Paris. En même temps où était stationnée l'armée française. Sur les frontières avec l'Allemagne. Sur les frontières avec l'Allemagne. On a envoyé beaucoup de soldats dans la partie est de la France. Problème, que vont faire les armées allemandes? Marlène. Elles vont passer par la Belgique. Elles vont passer par la Belgique, Belgique qui pourtant est neutre, d'accord, n'est pas rentrée dans le conflit. Donc l'invasion de la Belgique est passage par le nord de la France. Donc ça veut dire que les armées, pour accueillir les Allemands sur le territoire français, ne sont pas très nombreuses. Le comité d'accueil est faible. Les armées britanniques, qui vont arriver par là. Du coup, on va devoir rapatrier assez rapidement les armées françaises depuis l'est de la France. Et qu'est-ce qu'on va utiliser? Les taxis. Les taxis. On va affréter les taxis. On va appeler a posteriori les taxis de la Marne pour rapatrier les armées françaises. À la suite de cette opération-là, on passe dans une deuxième phase de la guerre. La guerre de tranchées. La guerre, ouais, qu'on appelle également, c'est un autre mot que j'ai utilisé, Guerre de position. guerre de position, qui est en effet la guerre des tranchées. Et alors ça va durer une grande partie de la guerre,
dans la guerre de position, le front, c'est-à-dire le lieu où on se bat, évolue peu d'évolution du front. Et il y a deux grandes batailles dont il faut que vous reteniez le nom. La bataille de la Somme et la bataille de Verdun. La bataille de la Somme et la bataille de Verdun. Et la bataille de la Marne. Alors, il y a eu la bataille de la Marne, que vous pouvez connaître aussi. Et à titre de culture générale, il y a eu une bataille navale. Ah oui, Oui. c'est vers l'Italie et la... Ouais, c'est vers l'Italie. Elle a Attendez, eu en Europe. attendez. Oui, mais le nom qu'elle porte en anglais, c'est pas le nom qu'elle porte en français. C'est pas grave, je peux quand même chercher. La bataille des Dardanelles. La bataille des Dardanelles, qu'en anglais on appelle the Gallipoli Campaign. Donc la bataille de Verdun, c'est une bataille qui concerne principalement les armées françaises contre l'armée allemande. Alors que la bataille de la Somme, c'est les armées britanniques et leurs alliés du Commonwealth contre les armées allemandes également. Mais l'Empire austro-hongrois, il a jamais eu... En fait, l'Empire austro-hongrois ne se bat pas sur le sol français, il se bat sur le front russe. Alors, petit rappel, hein, l'Europe, ça ressemble à ça. Hein. Donc, tu as ta France ici, hein, les Anglais qui sont ici, les Allemands là, hop, l'Empire austro-hongrois qui représente un espèce de gros truc là, la Suisse qui participe jamais, l'Italie, enfin qui finance, et la Russie qui est un espèce de gros bloc qui dépasse même de l'Europe. On appelle ce camp-là, la Triple Alliance également, les empires centraux parce qu'ils sont au milieu de l'Europe. C'est bon pour tout le monde. Et leur position géographique, dans le cas présent, elle représente une faiblesse. Parce qu'ils doivent se battre, d'une part, à l'ouest de l'Europe contre la Grande-Bretagne et la France, et à l'est de l'Europe contre la Russie, ce qui nécessite pour eux qu'ils divisent leurs armées entre deux fronts différents, le front de l'ouest et le front de l'est. Donc, les armées de l'Empire austro-hongrois, elles sont plutôt sur le front de l'est, avec une partie des armées allemandes. Et on y reviendra. Donc la bataille de Verdun, c'est 1916, février-décembre. Ça, vous êtes censé le savoir, et ça fait partie des dates repères qu'on peut vous demander telles quelles. Et donc ensuite, on va vous demander de parler de l'expérience combattante. En général, ça, vous vous en sortez pas trop mal. Hein, vous devez expliquer le quotidien des militaires dans leurs tranchées. Fait essentiellement d'ennui entre deux batailles qui ressemblent à une boucherie. Hein, un déluge de fer et de feu, des obus, le test de nouvelles armes, le début de l'aviation, les lance-flammes et les gaz. Le tout étant également fait de pluie et de boue. Parce que la Picardie, j'en sais quelque chose, a un climat particulièrement clément du 25 juin au 26 juin. Bien, on attend également de vous que vous parliez du fait que c'est une guerre totale, c'est-à-dire une guerre qui mobilise l'intégralité des ressources. Et que pour ça, on va tourner la production vers la guerre. Donc, économie de guerre, on envoie les femmes remplacer les hommes dans les usines, en particulier pour la fabrication des armes. Et certaines usines vont remplacer leur production. Les usines Renault, par exemple, qui à la base fabriquent des voitures, Des temps. vont se mettre à fabriquer des tanks. Donc ça, il faut que vous soyez capable de l'expliquer et d'expliquer également que dans la guerre totale, il y a toute une base de propagande. On ne dit pas à la population la vérité sur l'état des pertes françaises. À cette époque-là, on n'a pas la télévision, on n'a pas la radio civile. Elle est utilisée pour les communications dans l'armée, mais la radio civile, ça commence en 1921, donc après la guerre. Donc la communication, en fait, c'est une communication essentiellement par les journaux, des affiches qui sont placardées dans les rues, et le cinéma qui diffuse les actualités. Ça vous rappelle quelque chose? Bien, bah on contrôle ce qu'on diffuse pour pas démoraliser la population. On minimise les défaites, on amplifie les victoires. Alors les choses finissent par se savoir, mais il y a aussi un contrôle des courriers que les soldats envoient à leur famille. La censure ouvre et garde certains courriers. On dirait qu'ils se sont perdus. Mais ça évite en fait de diffuser des informations qui seraient démoralisantes pour l'arrière. En gros, vous pouvez avoir un sujet qui sera tel quel, civil et militaire pendant la Première Guerre mondiale. Bon, bah, votre partie sur les militaires, vous parlez du quotidien des soldats, du fait qu'on envoie tous les hommes au charbon. Et dans les civils, vous parlez des femmes et vous parlez également
Des enfants. Des enfants que l'on utilise pour faire des jolis petits films. Ça vous rappelle quelque chose? Où ils jouent aux soldats et à l'infirmière. Film que l'on diffuse dans le cinéma des armées pour remonter le moral des troupes. Voilà, on est aussi dans une forme de préparation. Donc on a en fait une économie de guerre, on a une formation de l'esprit à la guerre, une guerre qui par le fait de ces nouvelles armes va faire énormément de morts, mais va également entraîner des traumatismes pour ceux qui ne vont pas mourir. Traumatisme physique. Est-ce que vous vous rappelez comment on appelle ceux qui ont... Ah ici, bon, c'est le moment. Les gueules cassées. Les gueules cassées. D'accord. Ceux qui ont eu à subir des traumatismes physiques, mais il y a aussi des traumatismes psychologiques. Il y en a... Alors, on n'a pas d'estimation qui soit précise, mais on appelle le syndrome post-traumatique le fait que vous ayez des séquelles après avoir vécu des événements particulièrement traumatisants. Certains soldats témoignent qu'ils continuaient à entendre les obus. En fait. On parle de brutalisation de la société. Le fait que la guerre entraîne le fait que les gens deviennent plus violents. Et un des autres exemples de la brutalisation de la société, c'est les fusillés pour l'exemple. Ceux qui vont essayer de s'enfuir, les déserteurs, ceux qui vont refuser d'obéir aux ordres, les mutineries. Et on avait parlé assez longuement de la chanson de Craon et du fait qu'elle a quand même été interdite en France. Dans les années 70. Et enfin, un autre exemple de la brutalisation, c'est le génocide des Arméniens. On va replacer ça dans son contexte géographique. Le génocide des Arméniens, ça a lieu dans quel pays? Marlène? Alors oui, à cette époque-là, on l'appelle dans l'Empire Ottoman et sur le territoire de l'actuelle Turquie et de l'actuelle Arménie. Quelle est la religion des Ottomans? La religion majoritaire. Antoine? C'est la religion musulmane. Quelle est la religion majoritaire chez les Arméniens? Chrétienne. Du coup, l'objectif politique d'une partie des dirigeants de l'Empire Ottoman, c'est de créer un ensemble homogène dans lequel il y aurait une religion unique et surtout une famille de langue unique, enfin surtout également une famille de langue unique, parce que les Ottomans en fait sont majoritairement turcophones, c'est-à-dire qu'ils ont des langues qui sont déviées du turc, ce qui n'est pas le cas de l'arménien. On a la religion catholique, enfin la religion chrétienne, pas catholique, pour les Arméniens, la religion musulmane pour les Turcs. Et donc c'est un génocide en plusieurs étapes. Dans un premier temps, on se débarrasse des chefs. Ensuite, on se rend dans les villages, on tue les hommes et on emmène les femmes et les enfants en déportation dans des camps. Pourquoi c'est un exemple de la brutalisation et pourquoi ça a pu avoir lieu pendant la guerre? Parce que tous les autres pays étant occupés à autre chose. Voilà. La guerre étant le centre de l'attention de tous, le génocide des Arméniens est un peu passé sous les radars. Ceux qui n'ont pas été tués en Arménie, il y en a un certain nombre qui ont fui, qui sont allés se réfugier en Europe. On considère que c'est le premier génocide reconnu du XXe siècle. Par contre, si on a un souci, encore aujourd'hui, la Turquie refuse de reconnaître l'existence et sa responsabilité dans le génocide arménien. Et ça revient régulièrement dans l'actualité ces derniers temps. Dès qu'un responsable politique mentionne la responsabilité de la Turquie dans le génocide arménien, généralement les responsables politiques turcs se fâchent. Et enfin, troisième étape de ce chapitre-là, les révolutions russes. Alors, il est crucial que vous compreniez les révolutions russes pour le chapitre d'après. Parce que si vous n'avez pas compris la base des révolutions russes, c'est difficile dans le chapitre démocratie et totalitarisme. Au-delà de ça, si jamais c'est démocratie et totalitarisme qui tombent en développement construit, il peut être intéressant que vous fassiez votre contexte d'introduction sur les révolutions russes. Si le développement construit il tombe sur le chapitre démocratie et totalitarisme, il est fortement probable que ton grand 1 ce soit sur Staline et ton grand 2 ce soit sur Hitler, pour schématiser. Hein? Du coup, qu'est-ce que tu mets dans ton contexte dans ce cas-là? Eh bien, au début de ton introduction, tu mets que l'Allemagne elle a perdu la Première Guerre mondiale et tout ce que ça a entraîné comme... Le traité de Versailles. Voilà, le traité de Versailles, l'humiliation, le diktat, etc. Et pour la Russie, ben, c'est que c'est les révolutions russes
qui ont porté les bolcheviks au pouvoir. Et ça, en fait, il faut aller le chercher du coup dans le chapitre précédent. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est pour ça que je vous ai expliqué que c'est un espèce de gros ensemble. Et d'ailleurs, vous allez souvent faire votre conclusion de ça en expliquant que ça va mener à la Deuxième Guerre mondiale, qui est le chapitre d'après. C'est bien l'histoire, c'est chronologique. Je l'ai dit tout à l'heure aux élèves de l'Anglais Euro, mais j'aime me répéter. Ce sont les Allemands qui vont financer le retour de Lénine en Russie. Comment? En Suisse. Parce que Lénine, il est connu depuis les années 1910 par les services du tsar, donc l'empereur de Russie, comme étant un agitateur potentiel révolutionnaire. Du coup, ils l'ont vaguement éloigné. Ils l'ont envoyé prendre l'air en Suisse, avec interdiction de revenir. Les Allemands sont au courant de ça, ils sont au courant du potentiel de Lénine, ils vont financer son retour vers la Russie. Parce que l'espoir secret, c'est qu'ils fichent le bazar et que ça affaiblisse la Russie. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va marcher au-delà de leurs espérances. Parce que ça ne va pas seulement fiche le bazar en Russie, ça ne va pas seulement les affaiblir, ils vont carrément se retirer de la guerre. Ce qui facilite grandement la vie de l'armée allemande, qui n'a plus l'obligation de diviser ses forces entre un front de l'Est et un front de l'Ouest. Donc il y a un certain nombre des troupes qui étaient stationnées là qui vont rapatrier sur le front en France. Moins bonne nouvelle pour la France. Donc il y a deux révolutions en Russie. La première elle est en février 1917. Oui. Alors, en février 1917, oui, c'est une révolte de la faim. Essentiellement parce que la majeure part des productions sont envoyées pour nourrir les soldats. Donc il y a une famine en Russie importante. Et il y a une lassitude vis-à-vis de la guerre, clairement. Donc on a une première révolution qui va renverser le gouvernant de la Russie. Alors, on appelle ça un tsar, qui est une contraction de César. Et à cette époque, le tsar de toutes les Russies, puisque c'est son titre, s'appelle Nicolas II. Nicolas II en russe, en effet. Qui a un certain nombre d'enfants. Plein de filles et un garçon. Le tsarevitch Alexei. Qui est atteint d'une maladie qu'on appelle l'hémophilie. Ouais, c'est la première révolution russe qui entraîne la chute du tsar, et on arrive à un système, dans un premier temps, disons, pour simplifier, on arrive à un système avec des élections qui ne va pas régler les soucis suffisamment vite au goût d'une partie de la population, qui va du coup re-rentrer en révolution à peine 6 mois plus tard, en octobre 1917. On re-rentre en révolution en octobre 1917, et là, c'est un nouveau parti au pouvoir qui va prendre les rênes de la Russie, le parti bolchevique. Les bolcheviks ne sont pas au pouvoir en février 1917, ils n'obtiennent le pouvoir qu'après la deuxième révolution bolchevique, qui est la révolution d'octobre. Donc on a une prise de pouvoir par le parti bolchevique, et là, c'est Lénine qui prend le pouvoir. Et de ces deux révolutions, la conséquence immédiate, c'est le retrait de la Russie de la Première Guerre mondiale. Ils signent une paix séparée avec l'Allemagne. C'est-à-dire que leur retrait n'entraîne pas le retrait des autres. C'est pour ça qu'on appelle ça une paix séparée. La Première Guerre mondiale prend fin le 11 novembre 1918. Ce qu'on appelle la signature de l'armistice. C'est l'intervention de l'armée américaine va permettre de limiter, disons, la sortie de l'armée russe. D'autant plus qu'ils arrivent avec un armement et des soldats frais. Par frais, j'entends qu'ils ne se sont pas battus jusque-là. Oui. Mais la Russie, elle était vraiment importante dans la guerre? Ouais, la Russie, elle était vraiment importante dans la guerre. Déjà, c'est un pays qui est gigantesque, la Russie. Ils ont un nombre d'hommes qui est conséquent. Et tu verras, on en parlera un petit peu plus tard, mais quand on avait fait la bataille de Stalingrad sur la Deuxième Guerre mondiale, on avait eu exactement le même discours. En fait, ils sont nombreux sur un territoire qui est très grand, qui est très difficile à prendre. Donc du coup, ils représentent un poids considérable. Donc là, l'arrivée de l'armée américaine, quand même, avec des soldats qui ne sont pas démotivés par 3 ans de guerre, qui sont globalement bien équipés, ça va venir en soutien des armées britanniques et françaises sur le front de l'Ouest. Donc on repart dans une troisième phase, qui est la dernière phase de la guerre, qui est de nouveau une guerre de mouvement, où on va parvenir à faire reculer en fait les armées allemandes en direction de l'Allemagne, en direction de leur pays. Cela dit, il n'y a pas de combat en tant que tel sur le sol allemand. Pourtant, l'Allemagne va perdre la guerre. L'Allemagne va perdre la guerre, et ça va être
très mal compris par sa population. Oui. Pourquoi se sont-ils rendus? Pourquoi les chefs ont-ils signé un armistice alors que l'Allemagne n'a pas eu à subir de dégâts? Ils ont subi des famines, il y a eu des manques, etc. Mais il n'y a pas eu de combat sur le sol allemand. Donc cet armistice-là, elle est perçue par une partie de la population comme une traîtrise. Ceux qui ont signé l'armistice sont des traîtres à l'Allemagne. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que c'est le début du bouillonnant contexte qui va mener au nazisme. En plus de ça, en plus de cette traîtrise de novembre 1918, va venir en 1919 le traité de Versailles. C'est-à-dire qu'en 1918, on arrête de se battre, mais on n'a pas réglé les conditions de la fin de la guerre. Et alors là, le traité de Versailles s'est perçu par les Allemands comme un diktat. Et encore aujourd'hui, il y a certains historiens et certains analystes politiques qui disent qu'en effet, quand on signe le traité de Versailles, on ne le signe pas dans l'objectif d'apaiser les relations avec l'Allemagne. La France en veut particulièrement aux Allemands et va à la table des négociations du traité de Versailles pour obtenir vengeance. Pas apaisement, hein, vengeance. Par rapport à la guerre contre l'Europe. Par rapport à la guerre, par rapport au fait que ça a coûté beaucoup de soldats à la France, les destructions les plus grosses en Europe, c'est le nord de la France qui les a vécues. Un ralentissement de l'économie, donc la France elle vient chercher des réparations, mais des réparations franchement fortes. Et ce qui va sortir du traité de Versailles, c'est que l'Allemagne est démilitarisée, théoriquement elle n'a pas le droit d'avoir une armée supérieure à 100 000 hommes, la France occupe une partie de son territoire, l'Allemagne doit payer les réparations de guerre, ce qui va la ruiner économiquement. D'autant plus que sa compagne dans cette guerre, son compagnon, l'Empire austro-hongrois, a été démantelé. C'est-à-dire qu'au lendemain de la guerre, l'Empire austro-hongrois n'existe plus. Il a été divisé en deux pays, l'Empire austro-hongrois, Autriche-Hongrie. Hein. En fait, les empires centraux dont on parlait tout à l'heure vont être démantelés les uns après les autres après la Première Guerre mondiale. L'Empire ottoman disparaît et laisse place à la Turquie, la Syrie, etc., un certain nombre de pays. Pareil pour l'Empire austro-hongrois. Donc du coup, comme l'Empire austro-hongrois n'existe plus, ne peut plus payer en tant que tel des réparations de guerre. Donc c'est l'Allemagne qui va porter à sa charge l'essentiel des réparations de guerre. Parce qu'elle était là du début à la fin. Parce que c'est une des bases. Voilà. On considère aujourd'hui que l'humiliation de l'Allemagne par le traité de Versailles, plus la crise économique de 1929, c'est en gros deux des principaux ingrédients qui vont alimenter un ressentiment allemand qui va mener à 1933. Ok ? En France, à la fin de la Première Guerre mondiale, on refuse le droit de vote aux femmes, malgré le fait qu'elles se soient fortement impliquées pour faire tourner la boutique, pendant que les hommes étaient en train de se faire trouer la peau au front. On est dans une société qui est profondément fracturée, de toute façon, en France après la Première Guerre mondiale. Le fait que les hommes qui ont survécu à la guerre aient vécu pendant 4 ans dans un contexte où de toute façon on attendait d'eux qu'ils soient violents, ils vont ramener la violence à la maison, hein, voire dans les rapports entre eux. Ceux qui ont perdu des soldats à la guerre, ceux qui ont perdu un frère, un mari, etc., et qui eux vont vivre dans une espèce de deuil à longue durée, avec une ambiance assez lourde. D'ailleurs, on ne rapatrie pas la majeure partie des corps des soldats tombés pendant la guerre. Ils sont enterrés sur place dans des gigantesques nécropoles qu'on appelle des cimetières militaires qui seront vraiment formalisés à la fin de la guerre. Ce qui explique aussi la difficulté de faire le deuil, parce que quand vous avez un soldat même d'ici, donc de Bourgogne, qui est enterré en Picardie ou vers Verdun, c'est pas le bout du monde, c'est 4 heures de route en 2021. Hein? Je vous laisse imaginer, ne serait-ce qu'en 1921, où il faut prendre le train, il faut traverser la moitié de la France pour aller vous rendre sur la tombe de votre père, votre frère, votre fils, votre mari. C'est quelque chose que vous ne faites pas tous les jours. Donc c'est une manière de faire le deuil pour les gens de cette époque-là qui a été vraiment très différente de la manière dont ils faisaient le deuil jusque-là où, dans les premiers temps, après le décès, on se rend sur la tombe tous les jours. Il y a des personnes riches qui demandaient à rapatrier... Ouais. Il y a quelques personnes qui ont payé cher ou qui ont obtenu de faire rapatrier. C'est pour ça que dans certains de vos villages, il y a quelques tombes, parfois de la Première Guerre mondiale, mais c'est vraiment pas la majorité. Par contre, on a érigé des monuments aux morts, qui sont en fait le monument qui vient remplacer la tombe. C'est une manière de commémorer.
Bien, est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des choses qui sont pas claires. Margot et Année, je vois que vos fiches elles étaient prêtes. Est-ce qu'il y a des choses sur vos fiches qu'il faut que je réexplique ou c'est bon? C'est bon? Bien, évitez d'écrire n'importe quoi et lisez votre sujet, je vous en prie, lisez votre sujet. Si c'est marqué la Deuxième Guerre mondiale, ne me parlez pas des tranchées, il n'y a pas de tranchées pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et si c'est la Première Guerre mondiale, ne me parlez pas des nazis, ils n'existent pas. Adolf Hitler fait la guerre. Non, il est caporal. C'est un sinistre inconnu.